Ouais, bienvenue ce soir. Ce sera une émission spéciale Catapulte. On reçoit le gagnant Thomas Wilson du studio Runique. Le jeu héros du monde des dragons. C'est le grand gagnant de la 9e édition du concours Catapulte. Bonsoir Thomas, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien. Comment vas-tu? Ça va super bien. J'imagine que tu es très excité et très fébrile à l'idée de collaborer avec tous les juges de Catapulte pour propulser Ah ton oui, jeu. absolument. Oh oui, c'est sûr que c'était, en tout cas, jeudi soir, l'émotion était à son comble. J'imagine. J'ai vu ton pitch. Je trouve que tu étais très à l'aise et comme on disait tantôt, euh, toi, tu as 20 ans d'expérience dans le milieu du jeu vidéo, que ce soit de tout acabit, là, de tout type de jeu. 24 pour être précis, on approche le 25 ans, imagine-toi donc. Ah mon Dieu, OK. Fait que là, toi, t'as décidé, là, de ton plein gré, là, au lieu de tirer la plug complètement des jeux vidéo, de partir ton propre studio. Ben oui, j'étais craqué comme ça. Je me suis dit, plutôt que de tout arrêter ça, pourquoi pas se lancer un nouveau défi? Est-ce que ça faisait longtemps que tu y pensais, faire ça? Quand même, un petit bout de temps, simplement parce que, bon, tu sais, c'est sûr que j'ai vu de très, très beaux projets dans ma carrière. Je veux dire, ce que tu vois en arrière, c'est essentiellement des cadres de projets sur l'ensemble des projets que j'ai fait dans ma carrière. C'est des prix Et que tu as gagnés, des récompenses? c'est pas des prix, ben oui, il y a des trophées parce que c'est des années de service chez OK. Activision, parce que moi, j'ai longtemps travaillé pour un studio à Québec qui s'appelait Binox. OK. En fait, et je l'ai dirigé, longtemps. En fait, je suis rentré comme directeur créatif, puis j'ai commencé à le diriger comme co-directeur de studio en plus de 2012 jusqu'au moment que j'ai quitté. Mais j'avais insisté auprès de l'équipe pour que pour chaque projet qu'on fasse, un peu comme des artistes de disques qui se font donner des disques d'or, des disques platine, etc. J'avais dit, OK, on va se faire un cadre de projet à chaque fois qu'on ship un jeu. Ça fait que ça, c'est les projets que j'ai livrés dans ma carrière, mais il arrive un moment où, comme artiste, comme créateur, là, je me sentais prisonnier de ma cage dorée. OK. C'est le fun de travailler sur Call of Duty. S'il y en a ici qui connaissent Call of Duty et qui se disent ah ben oui, moi j'adore ça. Oui, mais après autant d'années, à un moment donné, j'étais un peu tanné, il ne restait que ça. Et là, c'est là que je me suis dit, mettons que je quittais. Puis là, ben là, tu te mets à réfléchir aux avenues potentielles. Est-ce que ça veut dire aller travailler pour un concurrent ou peut-être y aurait-il pas quelque part l'opportunité de créer quelque chose from scratch? Puis là, ben, ça a été ce défi-là qui m'a interpellé. OK. Puis Runic, c'est-tu comme un regroupement de collègues amis que tu avais dans ton entourage? Oui, essentiellement, on est 7. En fait, on est 3 membres fondateurs. Les 2 collègues membres fondateurs sont des anciens de Binox avec qui j'ai travaillé pendant des années de temps. Qui avait un peu, comme moi, l'appel de passer à autre chose. Les 4 autres personnes qui se sont greffées à l'aventure, ben, il y en a 3 qui c'est des anciens collègues de Binox aussi. Puis il y a une personne que j'ai connue récemment, mais qui s'est greffée à l'initiative transmédia des Héros du Mont-Dragon. Puis là, ben, il a voulu joindre à l'aventure. Mais donc, oui, essentiellement, c'est tous des anciens collègues de l'industrie. OK. Puis comment est né le concept du jeu? Oh, ça, c'est la version courte ou la version longue? Bon, la version longue, vas-y, on a du temps devant OK, nous. bon, vas-y, parfait. Bon, Mais avant que tu donc, commences à dire ça, là, oui, on va montrer oui, un peu de quoi ça a l'air, là, pour ceux qui n'ont pas vu Catapulte, là. Ça ressemble à ça ici. On voit là, l'image d'intro, là, Hero of the Mount Dragon, mais c'est Héros du Mont Dragon. On voit toutes les couleurs là, avec tous les dragons autour. Puis là, là, on voit ici comme un peu de gameplay dans la photo. On voit les personnages colorés, là, l'assassin, le barbare, l'archer et tout ça. Puis là, ça se transforme en dragon. Là, on voit un peu à quoi ça ressemble, le jeu, là. Alors, c'est ça, là. D'où est né ce concept-là? C'est-tu toi qui as fait tes dessins? oui, c'est moi. Ben, justement, là, je vais sortir la caméra 2 secondes OK, pour aller OK. chercher Attends, quelque chose. je vais remettre l'image, là. Je vais remettre J'avais les pas prévu images. le coup. Voilà, je Non, suis là. c'est correct. Fait que là Euh, présentement, on voit les dragons qui sont comme en acolyte, là, puis qui tuent des gobelins, là. C'est ça qu'on yes. voit comme image. Puis là, on voit le jeu de plateau. Vous avez l'intention de faire ça. Oui, L'éveil des 100 dragons.
C'est ça. Ça, c'est le prochain jeu vidéo, le jeu de société qui va sortir en septembre 2023 cette année. Ah ben j'ai hâte d'essayer ça. Puis la série de livres que vous avez commencé à travailler dessus, ou qui est déjà Exact. comme... Il y a déjà 2 romans de complétés. OK, Dans le fond, là, c'est une question de les mettre. En fait, on est dans les derniers préparatifs pour les imprimer pour qu'ils soient disponibles avec la sortie du jeu de société. OK, cool. Fait que là, c'est Fait que quoi? là, Où c'est né? l'histoire. C'est-tu toi qui as fait le dessin? Bon, oui, Ah, tout ce que vous voyez là, c'est mon œuvre. Donc, en fait, c'est ça que je suis allé chercher. C'est que tout part de ceci. OK. Donc, le jeu que vous voyez là, c'est un jeu de société que j'ai sorti aux éditions Gladius il y a à peu près 2 ans maintenant, je crois. OK. Euh, en parallèle de diriger un studio de jeux vidéo à Québec, ben, je faisais des jeux de société. Un jeu de société que j'ai proposé à Gladius, c'était une réinvention de Serpent et Échelle. Parce que Serpent et Échelle, je jouais beaucoup à ça avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes, mais je trouvais ça relativement plate, Serpent et Échelle, parce qu'il n'y avait pas d'immersion. Tu sais, tu OK. promènes ton bonhomme dans des cases, tu descends, tu montes une échelle, Effectivement. mais des fois, avant d'aller se coucher, je m'étais dit, oh, j'ai hâte que ça finisse, ce maudit game-là. Quand tu pognais un serpent, c'était tannant, tu redescendais, puis là, t'avais hâte que la game finisse. Puis là, en banalité, je me suis dit, hey, il y a une opportunité ici de réinventer les règles de Serpent et Échelle avec un concept tout simple. Et là, j'ai pris mon inspiration des jeux vidéo. J'étais un fan de Castlevania dans le temps, donc je me suis dit, mettons qu'on appelait ça Dragon et échelle et que le concept était que tu prenais des héros médiévaux fantastiques classiques et que ces héros-là devaient assiéger un château, monter les étages du château et se rendre au dernier étage de la 100e case, protégé par un dragon à 3 têtes qui protège un trésor. Et là, je m'étais dit, ça va être cool. On va mettre des monstres dans le château. Il va falloir combattre les monstres quand ils les rencontrent. On va mettre des pouvoirs là-dedans. Et là, tout d'un coup, ben, c'est ça que j'ai fait. C'était un concept dans lequel il y avait un barbare, une archère, un magicien, une sorcière, une chevalière, un voleur. Et là, chaque joueur prenait son personnage, puis montait dans le château. Et là, tout de suite en partant, d'ailleurs, à l'époque, personne ne savait c'était quoi, mais on peut voir ici qu'on avait déjà identifié la Héros marque Mondragon. Héros du Mont-Dragon. OK. Pourquoi? Ben, c'est parce que on s'était dit, parce que l'autre, en fait, on a créé une propriété intellectuelle qui s'appelle Héros du Mont-Dragon. Mhm. Et je suis co-actionnaire, je suis copropriétaire de la marque avec Marc Fournier, qui est le président de Gladius. OK. Mais à titre individuel, on s'entend, c'est pas Gladius qui est propriétaire de ça. Mais on s'était dit, il y a une opportunité de faire vieillir ces personnages-là dans un univers qu'on va faire évoluer dans le temps. Et on devrait immédiatement réfléchir à c'est quoi la suite des choses après Dragon et Échelle. Parce que Dragon et Échelle a connu quand même un très grand succès OK. commercial au Québec. Combien Et d'exemplaires qui là, a été vendu? ben en fait, à l'époque, là, parce que là, je pourrais pas dire maintenant c'est quoi les chiffres, mais en dedans de 2 mois, on avait vendu 10 000 copies. Hmm. Et pour un jeu de À société 20 au Québec, c'était piastres? énorme. Il était 24,99, je crois. OK. Maintenant, je ne sais plus exactement comment il se vend, mais Puis t'as-tu distribué juste au combien ça? Québec ou à l'extérieur aussi? Essentiellement juste au Québec. Il y en avait un petit peu C'est très bon. distribué au reste du Canada, mais Gladius, pour le part de ces jeux, c'est essentiellement distribué au Québec. OK. Et donc, quand Dragon Échelle a connu son succès, on s'est dit, on va donner un nom à cet univers-là, on va faire vieillir les personnages dans le temps, puis on va faire évoluer l'univers des héros du Mont-Dragon. Et là, OK. c'est pour ça que là, j'ai commencé à réfléchir à la suite des choses. Donc, j'ai commencé à travailler sur le jeu de société que tu montrais tout à l'heure, qui était L'éveil des 100 dragons. Et ça, j'ai commencé là-dessus il y a 2 ans. Donc, ça fait un bon bout de OK. temps. J'étais encore chez Binox à l'époque, encore en train de diriger un studio pendant que je faisais ça à temps perdu. Puis t'as eu le temps Et d'écrire des livres. ben là, c'est ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai proposé un projet qui impliquait d'avoir des livres, des casse-têtes, des livres à colorier pour les jeunes, un paquet d'autres affaires. Et éventuellement, je m'étais dit, ben, ce qui serait cool, c'est de faire un jeu vidéo là-dedans. Et c'est quand j'ai quitté Binox que là, je me suis mis à m'investir de façon beaucoup plus intensive là-dedans parce que souvent dans l'industrie, quand on quitte une industrie comme la nôtre, ben, il y a dans les contrats, il y a par exemple, une année de non-concurrence. Où là, OK, ouais. je peux pas comme tel aller travailler dans l'industrie Ouais, ouais. avec un compétiteur. Ça fait que moi, j'ai respecté ça, Mhm. j'ai pris mon trou, comme on dit, mais j'ai commencé à travailler intensivement sur ce projet-là pour bâtir le jeu de société qui ne rentrait pas en compétition.
Et de fil en aiguille, alors que je pensais à cet univers-là, ben là, j'ai commencé à réfléchir à quoi ressembleraient les livres. Et ce n'est pas moi qui les écris. Donc, mais la philosophie venait que quand j'étais petit, je tripais sur les livres dont vous êtes les héros. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, l'idée de lire un livre, d'aller à telle page, là, tu ouvrais une page, hein, il y avait un monstre, puis là, tu voyais le dessin. Puis, tu sais, ce que je trouvais le fun de ces livres-là, c'est qu'il n'y avait pas juste du texte. Ça fait drôle à dire, mais, tu sais, j'étais un grand fan de. J'ai découvert le Bilbo le Hobbit quand j'étais jeune, Le Seigneur des Hmm. Anneaux, je lisais beaucoup de C'est fantasy interactif. sous j'ai lu, mais T'as-tu joué à il y Donjon avait quelque Dragon? chose. Oui, bien sûr. OK. Mais donc, ce ne sont pas des livres dont vous êtes les héros. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas interactifs. On raconte vraiment une histoire. Mais la philosophie, la structure d'un roman illustré est conservée. C'est-à-dire que là, ce qui est le fun, c'est quand tu lis le livre, ben, donc la personne qui lit, d'abord, je peux le dire, là, la personne qui écrit les livres, le septième personne qui s'est greffée à notre studio, son nom, c'est Louis Patalano. Mhm. Louis Patalano, c'est lui qui écrit les romans de Mini-Jean, qui sont très populaires au Oui, oui, Québec. oui. Et les romans Premier Rendez-vous, qui sont des romans pour jeunesse, plus pour ados. Mais dans le fond, Louis jouit d'une belle réputation au Québec. Et donc, c'est quand je l'ai rencontré que je lui ai parlé de ça. Puis il a dit waouh, je veux écrire ça. Et là, Louis s'est greffé à notre équipe comme directeur narratif. Donc, c'est lui qui, quand le jeu vidéo va démarrer, va s'occuper de toute la trame narrative. Mais en Ah, même ben temps, c'est on un avait beau quelqu'un. pont entre Ah, l'édition du livre puis le jeu ben oui. vidéo. Ben oui, c'est extraordinaire. Mais Ouais. lui, en plus, Louis, comme moi, dans son passé, en fait, il n'a jamais vraiment quitté, mais c'est un ancien directeur créatif de Frima à Québec, qui est un studio de jeux vidéo, et d'Ubisoft. Et OK. là, on comprend tous la game du jeu vidéo, du jeu de société, Ouais, vous avez des pataugé livres. là-dedans. Fait que vous savez On n'a comment pas ça plongé fonctionne, là-dedans. c'est quoi les deadlines, c'est quoi les stratégies à adopter pour faire ça. Exact. Donc là, ce que ça a fait, c'est que je me suis mis à expliquer le projet. Puis là, ben, il l'a vu, là, il a trippé, il a dit j'embarque. Et donc là, on s'est dit chaque roman va raconter l'origine des 8 héros. Parce que quand on dit les Mhm. héros du Mont Dragon, dans le fond, il y en a 8. Et on s'est dit on va raconter l'origine de chacun des héros avant que ces héros-là forment l'équipe de super-héros qui va combattre les forces du mal. Mais on va regarder un Parce peu de que dans. in-game, Ouais, OK? tout à fait. Allons-y. Donc là, vous êtes à combien de pourcentage, là? Est-ce que vous êtes rendu à 60% du jeu déjà fait? Comment? Je vais dire 2%. Oh, OK. OK, fait Oui, que oui. ça, c'était le 2% que vous Ah, aviez fait, ça, là, c'est. Oui, oui, c'est. Puis même, je dirais, ce que tu es en train de montrer là, c'est ce qu'on appelle un prototype. OK. Habituellement, ce qu'on fait avec un prototype lorsqu'il est terminé, on le jette aux poubelles. Ah ouais, OK. Fait que là, vous l'avez gardé pour le présenter lors Ben, du c'est-à-dire, le pitch. prototype, c'est un outil pour valider les idées de jeu qu'on a. C'est-à-dire qu'on part avec une prémisse, on essaye des trucs. Souvent, pour arriver au résultat, on doit. Souvent, on va dire dans l'industrie que ça tient qu'il y a de la broche à poule, là, dans le sens que c'est c'est euh, c'est pas monté pour être vraiment quelque chose qui est fait pour supporter une production de plusieurs années. C'est simplement pour valider les mécaniques de jeu. OK. Imaginez qu'en jeu de société, c'est comme si je faisais une maquette, là, puis là, je la faisais essayer par beaucoup de monde, jusqu'à temps que je sente que c'est pas pire. Là, j'ai des jetons en carton en place d'avoir des figurines. Tu sais, Mhm. c'est un petit peu broche à foin. Mm. Et éventuellement, lorsqu'on a la validation, qu'on tient quelque chose, ben là, on commence à faire le vrai jeu. Les vraies illustrations, les vraies pièces de jeu, tu sais, toute l'équipe. Fait qu'en jeu vidéo, c'est la même chose. Ça fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on se sert de ça pour valider nos mécaniques. Donc, par exemple, on a fait un seul personnage des 8 héros qu'on a. Et on l'a dupliqué 3 fois en se disant, au moins, on est capable de valider à quoi ça ressemble si on joue à 4 joueurs. Mais Mhm. normalement, il y aurait 8 héros différents. Après ça, les images que vous voyez là, donc par exemple les gobelins, les orques,
l'environnement même lui-même, parce qu'on n'a pas encore d'artistes 3D avec nous, OK. ont été construits à partir d'assets, en fait, de trucs qu'on a achetés sur ce qu'on appelle le Unreal Store, parce que nous, on le fait dans Unreal, c'est le OK. logiciel qu'on utilise OK, pour le ouais. faire. Et Unreal vend toutes sortes de choses que tu C'est peux comme des acheter templates pour. pour un site Ouais, c'est comme des internet. templates. OK. Fait que là, on a vu un gobelin qui ressemblait au gobelin que je dessine. On a vu un orc qui ressemblait à un orc que je dessine. On a dit, existe-t-il un dragon asiatique ou un style dragon chinois? Ah, tiens donc, il y en a un. On les a tous achetés, on les a montés pour être capable de valider notre gameplay rapidement Mhm. plutôt que tout modéliser de zéro. Même l'environnement est pris à partir ce qu'on appelle d'un pack Mhm. d'environnement qui avait été créé. Puis on a dit, ah, ça ressemble un peu à la direction artistique qu'on voudrait prendre. On va prendre ça, on va monter un tableau. Mais Donc, là, les images et- là, que je suis en train de montrer, là, comme les que tu m'as envoyé, là, un peu de gameplay, mais figé, là, c'est comme l'image du gameplay. C'est-tu les oui, templates du prototype, ça? là, je vois pas l'image, mais j'imagine que c'est l'image où on voit les quatre héros Ouais, avec. sur Ouais, un champ non, de bataille, puis là, ils se c'est transforment en ça. dragon. Ça, c'est moi qui l'ai dessiné. OK, C'est littéralement fait juste de ma main. En fait, OK, ça sert en fait comme référence pour être capable d'expliquer à quelqu'un à quoi ça aurait pu ressembler quand on n'avait pas de gameplay en action. OK, Là, maintenant, avec, par exemple, on l'a montré à Catapulte, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est beaucoup plus facile de prendre notre prototype puis là, de l'envoyer à quelqu'un qui va l'essayer pour voir si c'est le fun. Donc, tranquillement, pas vite, ces maquettes-là vont nous être moins utiles parce que là, on va être capable de montrer le jeu en action. Mais c'est OK, comme ça que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on a dit les livres vont raconter l'histoire de ces héros-là qui ne se connaissent pas encore tout à fait. Et quand le jeu vidéo va sortir, c'est comme si là maintenant, l'équipe a été formée. Les Power Rangers sont réunis, les Avengers sont formés. Et là maintenant, ensemble, ils vont combattre disons un mal commun. Et OK, là, c'est comme ça que le jeu vidéo en fait va se présenter. OK. Puis pendant ton pitch là, à Catapulte, là, est-ce que tu étais sûr que tu allais gagner? tout, tout, tout sauf sûr. OK. Simplement parce que dans un concours, tout peut arriver. Mhm. Les juges, on ne les connaît pas personnellement c'est pas nos grands chums, là, c'est-à-dire. Et donc, qu'est-ce que ça fait, c'est qu'on peut les connaître, mais de là à dire à quoi ils pensent, comment ils réfléchissent, comment ils délibèrent une fois que les idées ont été présentées, ça, on n'en a aucune idée. Il faut quand même dire aussi, je dirais que traditionnellement, Catapulte, parce que là, c'était sa 9e édition, Mhm. était reconnu pour encourager les studios en démarrage. Et souvent, OK. en démarrage, ça impliquait des gens qui n'avaient pas nécessairement beaucoup d'expérience dans l'industrie. Toi, Donc, tu as nous, une on savait, expérience marquée en pitch de vente, c'est ça? entre autres, oui, OK. parmi tant d'autres, mais l'idée était que le danger qui nous guettait, c'est que quelqu'un nous dise, ben voyons, ces gars-là n'ont pas besoin de gagner un concours pour aller de l'avant avec leur Ouais. projet. Ouais. Donc, moi, on savait qu'il y avait ce danger-là qui nous guettait. Mhm. Pourtant, même malgré toute notre expérience, ça ne garantit absolument pas que le jeu va être réalisé parce qu'on a de grandes ambitions. Mhm. Et par grande ambition, ça implique de trouver un partenaire financier parce que l'argent qu'on a besoin de déployer pour faire ce jeu-là, on ne l'aura pas si on ne trouve pas un éditeur de jeux vidéo qui a les reins assez solides pour nous permettre de réaliser la vision. C'est pas un jeu qu'on pourrait publier nous-mêmes dans l'ampleur du projet qu'on a défini, là, mettons. OK, OK. Fait que dans le Donc, il y avait fond, des risques que finalement on nous dise ah ben non, on va le donner à quelqu'un d'autre qui démarre dans l'industrie, qui en a besoin plus qu'une équipe de vétérans. Mais c'est pour ça que j'étais agréablement surpris de gagner. mhm. Puis notre objectif, c'est vraiment de faire honneur à Catapulte, là, parce que ce qu'on essaie de bâtir, puis c'est ce que j'ai dit dans ma présentation de Catapulte, c'est que depuis le début, je pense à ça comme étant une propriété intellectuelle d'origine québécoise qui va connaître un succès à l'international. Mhm. On a Oui, oui, souvent moi, quand travaillé j'ai vu avec ça, les j'ai fait joueurs. ah, ça, c'est sûr, ça va faire rayonner le Québec, là. C'est ça l'objectif. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que, dans ma carrière, j'ai travaillé avec les jouets des autres, là. On a travaillé, Ah j'ai ouais. fait plusieurs jeux de Spider-Man, j'ai travaillé Crash Bandicoot, on a fait du Call of Duty, mais pendant ce temps-là, c'est pas quelque chose qu'on crée de zéro. Donc là, l'idée de faire une propriété intellectuelle qui peut rayonner à l'international, c'était ça qu'on essayait de marteler comme message, parce qu'on pense que ça va faire rayonner le concours, la ville, l'industrie québécoise en général.
Puis c'est surtout que, en plus, ce projet-là, ben, j'ai toujours dit que ce qu'on essaie de créer un peu, c'est l'équivalent du Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux québécois. Mais tu trouves pas Donc, que vous êtes un peu cliché, genre ça ressemble un peu à Amos d'Aragon quand vous avez oh mon commencé? Dieu, OK. Je vais le prendre comme un compliment parce qu'Amos d'Aragon, ça a quand même connu Ouais, beaucoup de ouais. succès. Ouais, ouais. J'ai lu les Amos d'Aragon. J'ai même d'ailleurs eu la chance de parler à Brian Perrault au début du projet pour OK. savoir si euh, c'est quelque chose qui va l'intéresser. Mais même si j'aime Amos d'Aragon, on offre autre chose qu'Amos d'Aragon. À mon sens, c'est un autre. OK. On est ailleurs. Par OK. contre, c'est sûr que c'était dans la fondation même des Héros du Mondragon que de partir de quelque chose qui était très familier, c'est-à-dire l'univers médiéval fantastique avec des héros colorés qui combattent les forces du mal, j'invente rien. Non, mais ça Par contre, fonctionne. Ça, c'est ça. Donc, ouais, ça fonctionne, ça ouais. rejoint, ça rallie les gens. Et pour moi, c'était une espèce de retour au dessin animé du samedi matin qu'on n'a plus. C'est vrai? Non, mais Ben c'est oui, vrai non, mais que puisque t'en parles, c'est vrai. J'avais vraiment cette impression-là quand j'ai vu ça, ouais. quand j'ai vu votre vidéo à Catapulte. J'étais Ben, comme, c'est ça. Ça fait que hein? c'est pour ça que ce qu'on a fait, entre autres, un des trucs qu'on n'a pas eu le temps de parler pendant qu'on était à la catapulte parce que le temps était très court, on avait Ouais. 10 minutes pour présenter. Nous, entre autres, on veut innover dans la présentation de notre jeu en faisant ce qu'on appelle le Netflix des quests. Donc, ce qu'on veut faire, c'est présenter tout le contenu du jeu comme si tu naviguais dans un Netflix. Ça fait que toutes les quêtes, toutes les histoires sont toutes greffées là. Donc, tu peux plus, il n'y a plus de dessin animé le samedi matin comme on voudrait, Ouais. mais par contre, tout le monde consomme du Netflix, du Disney+, de Ouais. Amazon Prime, etc. Donc, le but, c'est de présenter ça comme ça. Et donc, nos épisodes, toutes les anecdotes qui vont arriver, les histoires de chacun des héros vont être présentées dans un contenu épisodique qui va être présenté d'une façon très familière à tout le monde. Donc, pour revenir à la comparaison avec Amos d'Aragon, c'est qu'en fait, il pourrait avoir plein de comparaisons. Les gens pourraient me rappeler Donjons et Dragons quand Ben on était ouais. petit, le Ben dessin oui, je disais animé ça comme qui ça. passait à la TV, la Force G, là, je tombe dans mes classiques de jeunesse, là, mais le principe était que ce que je voulais, c'est oui, tout le monde comprenait le concept. Super-héros, yes, number one. Par contre, se transformer en dragon, il n'y a pas grand jeu, il n'y a pas grand univers dans lequel c'est le concept fondamental des héros qu'on incarne. Donc là, je Non, m'étais c'est dit, vrai. ça, c'est quelque chose de spécial. Ben, dans Après, Smite, il y a un skin de dragon pour le roi Arthur. ouais, mais là, on parle d'un skin. Ouais, on C'est parle d'un c'est pas skin, la c'est même ça. chose. C'est pas la même De chose, se c'est vrai. transformer en dragon, d'incarner un dragon, de brûler tout sur son passage, cette Ouais, fantaisie-là, ouais, on l'a pas vue. c'est Donc vrai. là, ça, c'est des concepts, on se dit, qui sont super le fun. Mais en fait, c'est surtout que moi, quand j'étais jeune, je vais toujours me souvenir. Il y avait, là, je tombe dans mes plus lointains souvenirs, mais il y avait des livres qui se vendaient qui s'appelaient Un bon exemple. Et donc là, il y avait tout le temps, Le mettons, livre un s'appelait bon Un bon exemple. exemple? Ouais, et donc ça s'appelait OK. Un bon exemple de courage, un bon OK. exemple de détermination, un bon exemple de persévérance. Et chaque livre racontait l'histoire d'un personnage historique, illustré, qui rappelait par exemple le parcours de Terry Fox, des frères Wright, OK. des gens qui avaient marqué Mhm. l'histoire d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui était le fun, c'est que c'était tout le temps un bon exemple d'une qualité en particulier. Et quand je pensais à l'écriture des livres, je m'étais dit, je veux que chacun des héros incarne une valeur, une personnalité qui leur est propre. Et donc, c'est pour ça que quand on raconte notre histoire puis que mon monde est divisé en 8 royaumes, c'est parce que chaque héros d'une partie, vient d'un des royaumes. Et donc, quand on dit, par exemple, Oslo et le sanctuaire elfique, Eliodora et la forêt maudite, Grog et les plaines gobelines, on est en train de créer cette ambiance-là avec une personnalité qui leur Mhm. est propre et C'est distinctive ce quand qu'on on va retrouve lire aussi les dans le livres. jeu de société? Ah oui, tout à fait, parce que Oui, c'est la continuité. Tout est c'est ça. réfléchi de façon cohérente. Donc, le jeu de société, le concept, c'est les héros qui doivent prendre un œuf de dragon et l'apporter au mont dragon pour faire le rituel sacré qui va les transformer en dragon. Le livre, lui, il va raconter le parcours narrativement, même si le jeu de société, dans le fond, tu le joues en combattant des monstres et tout le kit. Là. Mais le principe est que ça reste cohérent. Puis on Ouais. explique dans les livres pourquoi il y a besoin d'être un dragon, Mais si pourquoi c'est t'aimes vraiment important. le jeu, tu peux aller une coche au-dessus puis tu peux lire la série de livres, là. Absolument. Puis si tu lis Ouais. les lignes, tu vas dire, hein, il y a un board game. Ouais. Hey, mon Dieu, je veux essayer le jeu de société.
Ah ouais? Puis le jeu de société présente tout l'univers. J'ai même fait imprimer une annexe, parce que là, malheureusement, je n'ai pas le prototype avec moi, il est à Toronto, en tout cas. Mais il y a une annexe complète qui décrit les lieux, les monstres, les personnages, les armures qu'ils peuvent collectionner. Tout ça, ça fait que pour un enfant ou même un membre de famille, peu importe adulte, enfant, ils vont apprécier que, mon Dieu, mais Non, mais c'est l'univers est documenté, là. immersif, C'est une c'est chaîne documenté. d'intérêt. Ah oui, puis quand on lit les Ouais, livres, il y a un lexique avec ouais, chacun des lieux, puis tout ça est cohérent, on n'oublie rien. On met un signet dans le jeu de société pour le premier livre, pour hein. que les gens Non, voient ça, qu'il c'est y a un bon, lien ça. C'est direct. une bonne stratégie, Oh je oui, trouve. oh oui. Je suis peut-être un Puis, peu là, biaisée, là, mais... non, non, mais l'objectif, c'est qu'on veut frapper fort, puis on veut que. Mon rêve, là, c'est que quand je me pointe dans un salon du livre ou dans un Mhm. salon de jeu quelconque, puis que ce soit des événements de jeux vidéo, quelqu'un vienne me voir puis dise: Mais c'est donc bien cool, je trippe Ouais. donc bien. Puis là, je vais dire: Tu viens de faire ma journée. C'était ça le but. C'était le seul et unique but. Je vois des enfants venir me voir avec leur boîte des héros du monde de Dragon Échelle, puis ils veulent que je la signe, ils me disent c'est qui leur bonhomme préféré. Fait que là, le but, c'est juste de créer une immersion encore plus Mm. présente un peu partout, puis faire le jeu vidéo qui viendrait du Québec, puis qui, puis après ça, pourrait rayonner à l'international. Il n'y a rien de, pour moi de plus Ben extraordinaire. Là. non, c'est ça. Mais selon toi, là, l'industrie du jeu de société, du livre jeunesse, puis des jeux vidéo, est-ce que ça se ressemble un peu? C'est-tu la même dynamique? Je dirais, pour moi, je trouve que c'est très différent. Puis un C'est exemple quoi? très concret, c'est que, ben, justement, c'est ça que j'allais dire. Euh, En voulant magasiner notre concept de jeu vidéo, on s'est rendu compte que dans l'industrie, en ce moment, là, c'est sûr qu'il y a des cycles à tout ça, ça évolue, mais la notion d'arriver et dire c'est un jeu familial refroidit beaucoup de potentiels éditeurs. Parce que quand tu dis jeu familial, pour eux autres, ça veut dire jeu pour enfants. OK. Et ce n'est pas tendance ces temps-ci. Ça il faut OK. que tu sois cool, il faut que tu sois réaliste, Faut que tu il faut que tu chercher des sois gamers, niche, là. destroy. Ouais, c'est ça. Puis là, à OK. chaque fois, je leur dis: Écoutez, il doit y en avoir et il devra toujours en avoir des jeux qui rejoignent un grand public. En passant, une partie de l'inspiration du jeu qu'on crée part de jeux d'arcade comme Golden Axe, Mhm. Gauntlet, des jeux de l'époque, ou même je mettrais en référence les Tortues Ninja. C'était des jeux dans lesquels tu t'en allais ensemble, puis tu gamais, puis tu avais du fun à la gang. Mais le principe est que même plus proche de nous autres, nous, on a longtemps travaillé sur la franchise de Skylanders. Et Skylanders, pour moi, a été une des plus belles expériences de jeux vidéo avec mes enfants parce que c'était un jeu un peu comme un style dungeon crawler, mais dans lequel tu collectionnais des personnages, puis Ouais. tu pouvais jouer avec ton enfant dans le jeu. Mhm. Et là, le plaisir était partagé. Tu n'étais pas obligé de jouer avec un jeu avec ton enfant qui, lui, allait triper pendant que toi, tu t'emmerdes et vice-versa. Donc là, dans le fond, les héros du Mondragon s'inscrivent dans une démarche, pas nécessairement d'un jeu qui est pour enfants, loin de là, mais un jeu qui peut plaire à des frères et sœurs, des parents et enfants, des amis qui arrivent chez vous avec l'idée de pouvoir dire: Hey, on s'amuse à la gang, puis le jeu est invitant pour moi. On insiste beaucoup dans la vision de notre studio, c'est de créer des jeux qui sont colorés et invitants parce que Ben, souvent, inclusif. C'est oui, oui, inclusif. parce que tout à fait, parce que souvent dans Call of Duty, ils vont dire: Ah, c'est un univers où tu peux comme faire des liens avec tes chums. Ah ouais, mais un instant, tu peux te faire péter la gueule en 2 secondes à Call of Duty. Ouais, quand Si tu tu connais rien respawns à tous là-dedans, les minutes, là, c'est un peu plate. ben c'est ça. Ouais, Puis là, ouais. tu te dis: Bon, ben, je vais aller jouer à autre chose, j'ai Ouais, pas de ouais. fun. Ben, nous, c'est pas ça, c'est un jeu coopératif. Donc, le but est que tu te dises: Hey, je vais avoir du fun à jouer avec mes amis. Puis, hey, je me trouve bon, je me trouve bonne, j'ai du fun, je peux continuer à jouer à ça. Puis même les joueurs qui sont plus hardcore vont trouver leur compte aussi. Mais donc, c'est pour ça que dans l'industrie du jeu vidéo, quand tu arrives et tu dis jeu familial, ça Ouais. passe plus Mais ou le moins. jeu vidéo que vous allez développer, est-ce qu'il va être comme la même niveau de difficulté que Nine Parchemin? Que quel jeu, Nine Parchemin, je connais pas, tu connais malheureusement. pas? Non. OK, parce que c'est un peu... Je trouve que ça ressemblait un peu à, tu sais, le design graphique, là, à ça. Ah, ok, ben, je connais pas ce jeu-là, mais une chose OK, est certaine, c'est qu'on veut que la prise en main, elle soit super accessible. Donc, OK, en fait, il faut que ça fait comme un jeu d'arcade. Je vais souvent dire: il faut que ma blonde ait le goût de jouer. OK. Puis elle n'est pas gamer, pas en tout. Mais elle voit ça, puis elle se dit: Hey, ça a l'air le fun. Fait que là,
jouer ensemble, ça, c'est important. Découvrir le niveau de complexité puis jusqu'où les challenges peuvent être là. Là, ça va être à ceux qui veulent aller plus loin dans le jeu qui vont le découvrir. Mais notre objectif, c'est que on va dire que le jeu, il est. Bon, si on parle du jargon de rating dans l'industrie, on va dire 10 ans et plus, ou on va appeler ça E10+. Mhm. Par exemple, dans cette catégorie de challenge-là, on peut retrouver, par exemple, Ratchet and Clank sur OK. PlayStation, mettons. Fait que c'est un jeu dans lequel tu peux avoir du fun. Il y a un niveau de challenge, mais c'est acceptable. Donc, le but, c'est d'être capable de créer un jeu qui va plaire au plus grand nombre de personnes possible. C'est ça. Donc, en bout de ligne, ça, c'est vraiment important. Dans le jeu société et dans les livres, euh, on le sait qu'au Québec, avec le produit qu'on va avoir, on va d'abord s'adresser aux jeunes. Donc, on parle de romans qui sont, on va identifier ça à 10 ans et plus au niveau de la difficulté de lecture. Sauf que là, c'est n'importe qui peut lire ça, là, dans le sens que on veut que même les adultes trouvent ça le fun à lire. C'est ça le but. Là. Mhm. Fait que, donc, là, on parle de 10 ans et plus. Donc, mais le public cible premier va être les jeunes qui vont faire découvrir ça à leurs parents, mettons. Tandis que le jeu vidéo, c'est l'inverse. Le jeu vidéo, ce qu'on veut, c'est qu'on veut d'abord attirer les adultes qui vont faire hey, ça a l'air le fun pour faire découvrir ça à la nouvelle génération. Dans le cas des jeux de société, ben là, ça varie. Comme par exemple, le jeu de société qu'on fait, nous, on a identifié qui était 8 ans et plus, OK. parce que le niveau de difficulté correspondait à ce qu'on voit dans l'industrie. Donc, les jeunes de 7-8 ans vont totalement pouvoir jouer à ce jeu-là. Euh, mais c'est possible que quand il y a le livre, ils demandent à leurs parents, ça veut dire quoi ce mot-là? Il y a un niveau, on sait qu'il y a un niveau de langage qui commence à être plus acceptable à partir de 9 ans et plus. Mais donc, il y a des petites variantes. Mhm. Il y a des petites nuances à faire entre livres, jeux de société, jeux vidéo. Mais toi, là, tu sais, ça fait longtemps que tu fais ça, puis que tu as pataugé dans ce milieu-là. Là. Ouais. Euh, Ça t'a-tu pris longtemps de développer ta stratégie marketing? Ben, en fait, du côté transmédia, pas tant, parce que, étant donné que j'en étais à mon 6e jeu avec Gladius, c'était assez facile. C'est même venu de Marc, qui était le président de Gladius, en disant hey Thomas, j'aime ce que tu fais, pourquoi on ne se porte pas une affaire? OK. Fait que là, rendu là, la beauté de la chose, c'est que je peux bénéficier de l'expérience d'homme d'affaires de Marc pour faire un maximum de bruit, du moins au Québec. Donc, on va aller se promener dans toutes les stations de radio, on va faire toutes les entrevues télé qui sont possibles, on va être dans tous les salons du livre ou presque, euh, pour faire connaître la marque. Et donc là, l'avantage, c'est que là, moi, dans le sens, là, je vais bénéficier en fait de l'expérience de marque là-dedans. Du côté du jeu vidéo, ben là, idéalement, la stratégie marketing dépendrait de la relation qu'on établit avec notre éditeur. Donc, OK. mettons qu'on trouve un éditeur, ben l'éditeur, lui, il va avoir son équipe marketing, il va avoir sa vision des choses. Puis là, nous, ce qu'on veut, c'est collaborer, échanger pour trouver c'est quoi la meilleure stratégie pour faire la promotion de ce jeu-là quand ça va exister. Mais les Euh, recettes que vous allez faire avec les produits dérivés comme des livres puis le jeu de société, ouais, est-ce que ça va servir à financer votre projet de jeu pas vidéo? tant, honnêtement, je pourrais dire j'aimerais bien, OK. mais pas tant parce que c'est pas là que tu fais beaucoup d'argent. C'est pas dans les jeux vidéo? Non, dans Non? les jeux vidéo, oui, Oui, mais OK. dans le sens que dans les jeux de société puis Ouais. dans les livres, c'est un environnement très créatif, Ouais, ouais. super stimulant, mais pas nécessairement très payant pour les créateurs. OK. Fait que c'est pour ça que vous misez sur le jeu vidéo. Exactement. Parce que dans le OK. fond, la portée, mettons, de l'impact que ça va avoir. Moi, ce que je souhaite, c'est d'abord que ça crée un super beau rayonnement dans la province, ça, c'est OK. sûr. Ouais, ouais. Mais ça, c'est possible. Ça, c'est réalisable qu'il y ait un jeu vidéo ou pas. C'est-à-dire même, advenant le cas que le jeu vidéo n'allait pas de l'avant parce que pour une raison X, on ne réussit pas à trouver une entente avec un éditeur, ben, les héros du Mondragon vont continuer à exister. Ouais, Je ouais. suis déjà en train de travailler sur le prochain jeu de société. On a 9 romans à écrire. Il y a il y a un plan Ouais, ouais. à long terme. Ça sera pas mort dans l'œuf, comme on dit. Non, exact. OK. Mais le jeu vidéo, par contre, c'est là qui est le nerf de la guerre, c'est-à-dire si on trouve notre éditeur, et que là, ça s'en va véritablement à l'international, là, les héros du Mondragon vont devenir un phénomène qui est international par la force des choses. OK. Et donc, les revenus qui vont découler
des livres ou des jeux de société, c'est minime comparé à ce qu'on est capable d'aller chercher ou débloquer comme marge de profit avec le jeu vidéo. OK. Puis là, dans le fond, vous allez le développer sur une marge de combien de temps? Notre objectif, en fait, là, ça, c'est ce qu'on a dans nos plans, c'est de pouvoir sortir le jeu vidéo en août 2025. OK. Par contre, mon feeling, c'est que plus le temps avance, parce que le temps passe, puis la façon de garantir une sortie de jeu, c'est d'avoir notre entente. On ne l'a pas encore. OK. C'est pour ça que c'était donc important de gagner Catapulte pour nous, parce que les sommes d'argent, on peut les investir sur le prototype, améliorer notre prototype, puis les services d'accompagnement peuvent être utilisés pour s'assurer qu'on présente la meilleure candidature possible au niveau, entre autres, on a du temps, on a dans le fond, on a du temps conseil sur la négociation de contrats, la OK. protection de la propriété intellectuelle, ce genre de choses-là. Ça nous aide. Mais l'idée, c'est que c'est quand on va avoir vraiment une entente avec un éditeur qu'on va être capable d'asseoir une date officielle. Mais pour OK. l'instant, nous, ce qu'on visait, c'était août 2025. Puis est-ce que vous pensez à un jeu de réalité virtuelle? Pas du tout. Pas du tout? Non, c'est pas une industrie Non. qui fonctionne, ça? Moi, personnellement, là, c'est mon opinion très personnelle. Je Ouais. veux pas choquer les auditeurs qui pourraient triper VR, là, mais on est encore loin de la coupe aux lèvres du côté VR. OK. On voit des belles expériences, là. Il y a des belles tentatives, mais moi, personnellement, je ne mords pas encore à ça. Le problème, en fait, fondamental du VR, c'est que je pense que c'est extraordinaire pour vivre des expériences uniques. Du genre, tu t'en vas à la ronde, puis Ouais. là, tu arrives, puis il y a une attraction dans Ouais. laquelle tu mets le casque, puis tu vis ton expérience, puis là, tu fais comme « wow! Ouais. D'ailleurs, Mais je vais présenter oui, quelque chose. J'ai fait une visite de presse au Vieux-Port à Montréal. Je veux que tu restes là, là. On va présenter ça. C'est une capsule qui démontre Space Explorers l'Infini. C'est une expérience de réalité virtuelle que je vous démontre à l'instant. Écoutez bien ça. Jusqu'au 3 juillet, il est possible de faire le voyage virtuel dans l'espace avec l'expérience VR révolutionnaire Space Explorers l'Infini, située au Vieux-Port de Montréal, à côté du Centre des sciences. Inspirée des missions de la NASA, Space Explorers l'Infini est la plus grande expérience immersive d'exploration spatiale à ce jour d'une durée d'1 heure. Space Explorers l'Infini est basée sur la série Space Explorers The ISS Experience, le plus grand projet médiatique jamais filmé dans l'espace, créé et produit par Félix et Paul Studio en collaboration avec Time Studio et la NASA, récompensé par un Primetime Emmy Award. Cette exposition virtuelle est présentée par Experience Infinity, une co-entreprise entre Félix et Paul Studio et le studio PHI. À travers cette visite, le public sera transporté dans les profondeurs de l'espace en réalité virtuelle, aux côtés d'un équipage international d'astronautes. L'espace filmé en 3D et en réalité virtuelle à 360 degrés à l'extérieur, on peut voir la Station spatiale internationale. Des images filmées en 3D sont à couper le souffle. Le public a l'occasion unique de voir la Station spatiale internationale sous tous ses angles. Ce sera l'occasion de vivre l'effet de surplomb, voir la Terre d'un point de vue que seule une parcelle d'astronautes a eu la chance d'observer. Au fil de l'expérience, une déambulation libre permettra au public d'admirer les capsules filmées en réalité virtuelle à l'extérieur de la Station spatiale internationale et de s'immerger directement dans la vie des astronautes comme s'il était à leur côté. Félix et Paul Studio, spécialistes en production d'expériences en réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte engageante, est à l'origine de Space Explorer l'Infini. Félix, la jeunesse de ce studio de divertissement, nous en dit plus. And just as a heads up, you all are right on time. Great work. Bonjour Félix la jeunesse. Peux-tu me dire c'est quoi le plus grand défi de cette exposition-là?
Bien, à la base, Space Explorers Infini, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. C'est-à-dire qu'on a créé une reproduction à l'échelle de la Station spatiale internationale dans laquelle les gens peuvent se promener et découvrir énormément de contenu qui a été tourné en réalité virtuelle cinématographique dans la vraie station spatiale. Donc, pour être capable de créer ce dont je viens de parler, il a fallu tourner pendant plusieurs années dans l'espace. Donc, on a collaboré avec la NASA, mais avec toutes les agences spatiales internationales et avec des astronautes de partout dans le monde, sur la Terre, mais aussi dans la station, pour être capable de capter ces contenus-là. Donc, ça a été une initiative internationale assez complexe, assez ambitieuse, mais ça prenait la participation de tout le monde pour pouvoir réussir à ramener ce genre de contenu-là qui ouvre vraiment les portes de la station spatiale aux gens. On est en réalité virtuelle sur la station, on a l'impression de vivre avec les astronautes. S'ils sont en train de manger, de prendre un lunch ensemble, on est assis avec eux à la table, on a l'impression d'être là dans des moments intimes comme dans les moments où ils travaillent. Donc, pour avoir ce genre d'accès-là, il a fallu travailler vraiment très fort au fil des années. Puis au niveau de la culture, de la communication, là, tu dis qu'il a fallu rassembler tous les astronautes à travers le monde. Là. C'était quoi qui a été le plus difficile? Bien, expliquer le projet, expliquer aussi à la NASA comme aux astronautes le fait que ça allait prendre un certain temps. Donc, tourner des scènes dans l'espace, ça prend du temps parce qu'on ne pouvait pas envoyer notre équipe de tournage là-bas. Donc, les astronautes, supposons qu'il y en a 6 sur la station spatiale pendant 6 mois, bien, c'est eux qui vont devoir tout faire. Donc, nous, sur Terre, on écrivait les plans de tournage, on communiquait par téléphone, par courriel avec les astronautes pour leur dire qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs créatifs. On envoyait des plans pour la position des caméras, comment on voulait les faire. Tout était organisé, mais en bout de piste, c'est eux qui doivent tout faire parce que personne d'autre peut débarquer dans la station pour tourner les scènes. Donc, ils doivent sortir la caméra de la boîte, ils doivent installer la caméra, ils doivent ensuite mettre leur propre micro. Ils doivent ensuite devenir les protagonistes de l'histoire, ranger la caméra, transférer les données, ranger tout ça et passer à autre chose. Donc, finalement, le temps qui leur est demandé, parce qu'ils doivent combiner tous ces rôles-là, bien, c'est beaucoup de temps. Donc, c'est sûr que d'aller chercher ce temps-là, ça a été quand même un challenge réel parce qu'ils sont occupés, les astronautes. Ils ont visiblement autre chose à faire que des projets de storytelling dans l'espace. Donc, il a fallu travailler pour aller chercher ces blocs de temps-là au fil des années de la production. Puis au niveau de la technologie, là, de la captation des images, c'était quoi la grande découverte que vous avez faite dans cette technologie-là? Mais à la base, il n'y avait pas de technologie qui existait pour faire ce projet-là. Nous, on avait comme objectif de filmer à l'intérieur et à l'extérieur de la station spatiale. Donc, c'est 2 environnements de tournage très différents. Donc, il a fallu créer des caméras à partir de zéro pour pouvoir faire ça. Donc, on a créé des caméras en 3D à 360 degrés, des caméras qui fonctionnent avec un système motorisé qui nous permet de calibrer les scènes parce que la station, c'est relativement petit. Donc, comment créer de la stéréoscopie très confortable dans un environnement qui est plutôt confiné. Donc, il a fallu développer des procédés mécaniques pour capter les points lumineux de l'image d'une certaine façon pour le faire. Donc, tout ça a été fait sur Terre, testé abondamment sur Terre avant d'être envoyé dans l'espace. Puis pour filmer à l'extérieur de la station, bien, il a fallu créer une caméra qui peut fonctionner dans le vacuum, dans un environnement où il n'y a pas de pression et des changements de température de 400 degrés Celsius selon si la caméra est exposée au soleil ou à l'ombre. Donc, encore une fois, c'est presque 1 an et demi de développement technologique sur Terre qu'on a fait en collaboration aussi avec des gens de la NASA pour développer des outils pour être capable de même faire cette production-là. Toi, c'est quoi qui a déclenché ton intérêt pour l'espace? Depuis que je suis tout petit, ça me fascine. Je trouve ça profondément fascinant, l'exploration et les explorateurs, donc les gens qui se commettent, qui sacrifient leur vie pour ouvrir des nouvelles portes, des nouveaux horizons. Moi, ça me fascine profondément en tant que créateur, en tant qu'artiste. Il y a des gens qui le font d'un point de vue scientifique, il y a des gens qui le font d'un point de vue technologique, mais moi, c'est l'exploration qui me fascine.
C'est une belle œuvre, pour vrai. J'invite les familles à y aller. Bon, on revient avec Thomas. Bonjour. Donc, je disais que, dans le fond, votre jeu, vous allez pas faire de la réalité virtuelle. Ben, pas pour l'instant, au OK. même titre qu'on ne fera pas non plus de mobile, là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre nos énergies dans ce qu'on, on va dire, maîtrise. Personnellement, j'ai jamais conçu de jeu en réalité virtuelle. OK. Mais c'est parce que, comme je disais, en fait, je trouve que la réalité virtuelle, il y a des choses vraiment intéressantes, mais ça fonctionne plus en termes d'expérience, je vais dire, euh, unique en son genre. C'est-à-dire que je ne crois pas à date que les êtres humains sont préparés ou faits pour porter un casque dans une réalité augmentée ou en tout cas une réalité virtuelle longtemps et de façon généralisée. Je partage Euh, la même opinion que toi parce que quand j'ai fait l'expérience, j'ai eu mal à la tête parce que j'avais mes lunettes à l'intérieur, puis ça me, ça me serrait, là, puis ouais. c'était pas optimal comme expérience, là. Mais non seulement, en fait, le casque peut éventuellement être ajusté, mais il y a le niveau de débalancement que ça peut générer, Ouais, là, il suffit, par exemple, de rentrer en réalité virtuelle dans par exemple, dans voyons, je vais te dire, une montagne russe. ouais, Et regardez pas à gauche, à droite, vous allez pas filer, puis bien vite. Dans c'est le sens ça. que, tu sais, ce que ça fait, c'est que moindrement que l'expérience implique beaucoup de mouvements, ça peut être très désorientant. Puis, c'est ce qui fait qu'en fait, je pense pas. En tout cas, ça va prendre probablement peut-être une nouvelle génération qui va naître un peu comme les nouveaux enfants qui naissent avec des iPads dans les mains, là. Ouais, Peut-être une nouvelle génération qui va être capable de supporter le casque plus tôt ou plus jeune ouais. pour que ça en devienne une habitude. Mais pour l'instant, je pense pas que c'est encore assez mainstream pour qu'un développeur dise moi, là, je mets toutes mes billes dans le VR. C'est Moi, c'est mon intéressant. opinion. Par contre, je designerais des expériences immersives totales OK. spécifiques à des expériences à un endroit précis. Tu es à la ronde, tu me dis, fais-moi un jeu d'horreur qui va faire peur au monde qui s'appelle Zombie Apocalypse. Puis, tu sais, là c'est pas la même chose. Non. Mais, Mais t'as-tu fait Van Gogh, là, Oasis, au Palais des Congrès, là? Immersion? non, Ça, malheureusement, puis je l'ai regretté. En tout ah, cas, ça valait tellement la peine, là. ouais, C'était tellement immersif, là. C'était une grosse œuvre d'art, là, genre mur à mur, là. C'était ouais. écœurant. J'ai amené Non, je mon... sens que j'ai raté quelque chose, malheureusement, de Ouais, ce t'as manqué côté-là. ça. Puis miroir... Ben non, tu peux te reprendre avec Miroir, Miroir à la place Bonaventure. C'est une autre expérience immersive de Moment Factory. Puis ça vaut vraiment la peine d'aller là, en famille. OK, c'est bon. Mais comme tu dis, toi, tu serais prêt à faire avec Héros, mon dragon, quelque chose d'immersif comme ça, là, genre une installation où ce que on voit Ah, ben comme là, des projections puis peut-être tout, un, l'art numérique. mais peut-être un jour. Mais il OK, faudrait au moins qu'on ait d'abord fait notre job en faisant un jeu qui a pogné, qui a plu, qui a connu du succès, OK. pour voir après comment l'expérience pourrait évoluer. Puis, Oui, oui, ça c'est sûr qu'on peut. Tu sais, sky is the limit à hmm. partir du moment que tu as fait de quoi tu sais qui connaît du succès, là. Mais tu sais, l'enveloppe que vous allez avoir de catapulte, là, puis Oui. le soutien des spécialistes là, qui vont vous aider à propulser votre jeu, est-ce que ça va vraiment comme... Tu sais, toi, en tant que professionnel, tu as toujours été dans ce milieu-là. Est-ce que tu penses que cette aide-là va vraiment faire une différence? Ou tu as déjà comme une vision préétablie de l'argent que tu vas utiliser, puis tu as déjà fait ton plan d'affaires, puis tout est déjà calculé? Ben, en fait, le plan d'affaires, c'est le genre de truc qu'il faut réfléchir très tôt Mhm, dans la création du projet. Parce qu'au-delà de Catapulte, si on décide d'approcher des investisseurs, des potentiels éditeurs, parce qu'on le fait déjà, OK, ça implique, ça implique d'avoir un plan. OK. L'enveloppe de Catapulte, les montants d'argent qui sont offerts, dans le fond, c'est 65 000 en argent, mais qui n'est pas donné tout de suite en totalité. Plus les services d'accompagnement, ça totalise à peu près 110 000 en prix. OK? Mhm, Donc, c'est sûr que l'argent, nous, notre plan, c'est de l'utiliser immédiatement pour améliorer notre prototype, puis servir des services d'accompagnement pour améliorer nos chances de trouver un éditeur. OK. Mais comme j'ai dit dans mon pitch,
puis ça me dérange pas de le dire parce que c'est de l'ordre c'était dans le pitch. Tu sais, nous, en ce moment, on est 7, mais on aspire à monter un studio à peu près 20 personnes d'ici la OK. fin de l'année. OK. Puis le budget qui est recherché, c'est 1 million. OK. Donc là, déjà, on est loin du 65 000 Donc là, on l'expliquait ça aux juges en avant, à cause que, dans le fond, ce que l'argent sert surtout à faire, c'est payer les salaires et l'équipement pour être capable de plusieurs dans le studio pour pouvoir commencer à créer beaucoup, beaucoup de contenu parce que le type de jeu qu'on veut faire nécessite beaucoup d'environnement, beaucoup d'héros, beaucoup de monstres, beaucoup de paquets d'affaires. Et là, cet argent-là, ben là, ça, il faut aller le chercher avec un partenaire financier. OK. Que ce soit de l'investissement privé, que ce soit un éditeur qui accepte de s'embarquer avec nous autres. Donc là, c'est Le Fonds ça, des c'est le médias moment. du Canada? Le Fonds des médias canadiens, Est-ce que vous avez fait une demande? on est en plein dedans. OK. En fait, ça ouvre le 8 mai. En fait, ça ouvrait aujourd'hui et ça se termine le 18. OK. Donc, on est en pleine préparation de ça. Et d'ailleurs, dans les services d'accompagnement, il y a la possibilité de pouvoir se faire aider de ce côté-là. Mais là, même là, on fait une demande de prototypage, dans notre cas, au FMC. OK. Donc, le montant maximal qu'on peut aller chercher, c'est 250 000. Donc, ça, c'est donc, pour le Fonds des médias. oui, pour le Fonds des médias. Parce que le Fonds des médias canadiens offre différentes façons d'aider les studios. OK. Parce qu'il y a la phase de conception, la phase de prototypage, puis après ça, il y a la phase de production. La phase de production, c'est autre chose. Là, les montants que tu peux aller chercher sont plus importants. Par contre, il y a vraiment un engagement assez contraignant qui implique de verser 15% de tes profits bruts au FMC pour les 7 prochaines années. Oh. C'est quand même énorme. beaucoup. C'est énorme. Ouais. Parce que là, dans le fond, quand tu considères qu'il y a de l'argent que tu dois verser, par exemple, déjà aux plateformes sur lesquelles tu Ouais. distribues ton jeu. Sur Steam, Donc, sur Epic, Steam, sur... ouais, tout ça. Ouais. Après ça, tu as un éditeur qui, lui, va vouloir aller chercher sa part du gâteau. Puis habituellement, on est dans une industrie en ce moment qui favorise les éditeurs. Donc là, c'est possible que l'éditeur, lui, veuille au minimum 50% de ton produit. Donc, Mais là, qu'est-ce qui va rester en bout de ligne? Ben, en fait, c'est ce qui arrive. C'est que pour n'importe qui crée, c'est pas nécessairement le créateur qui fait le plus d'argent. OK. Dans le sens qu'il faut que tu gères. Là, c'est à nous à gérer, dans le fond, c'est quoi l'entente qu'on peut trouver pour être capable d'aller chercher l'argent. Donc, notre plan, pour l'instant, pour nous, n'est pas nécessairement d'appliquer au FMC pour la partie production. OK. Dans l'espoir, parce qu'on a l'espoir de trouver un éditeur au courant de l'année. C'est ça notre. Dans ton réseau de contact ou c'est juste que tu vas soumettre? Réseau de contact. OK. Et là, réseau de contact élargi. Parce que OK. des fois, on rencontre quelqu'un qui dit ben moi, ça ne fonctionnera pas, mais je vais te présenter un tel, peut-être que lui va aimer ça, puis là, ça rebondit comme ça. OK. Mais c'est ça, c'est que dans cette industrie-là, c'est là que c'est important d'essayer d'aller trouver une entente. Et c'est pour ça qu'on aimerait autant que possible éviter d'avoir à se menotter comme ça avec un 15% qui est versé pendant 7 ans. Il Ouais. faut quand même dire qu'en fait, le FMC peut aider énormément de studios qui, par Mm. exemple, seraient capables de publier le jeu eux-mêmes. OK. Donc, par exemple, si le budget est acceptable, tu décides de le sortir sur Steam, ben là, tu peux peut-être dire, bon, ben là, ça vaut la peine que je sacrifie 15% de mes profits parce que l'essentiel du reste, je me le récupère. Mais ça, c'est pas tous les studios qui vont connaître ce succès-là. Ouais. Ça fait que c'est pour ça que nous autres, le fait de trouver un éditeur, ben là, on saurait qu'on aurait une entente avec eux autres. Mais de toute façon, une entente avec un éditeur va souvent impliquer au minimum 50% de partage des profits. Ça, c'est sur combien de temps? Au minimum. Le temps que le contrat va déterminer. Donc, ça peut être, je veux dire, essentiel. Souvent, ce qui va arriver, ça va être comme à vie, on va dire, jusqu'à temps qu'il y ait une séparation. Mais l'idée étant que souvent, ce qui va arriver, c'est que, par exemple, avoir 50-50, ce serait une victoire totale que tu fais affaire avec un éditeur. OK. Ah donc, ouais. Tu peux pas avoir 60-40. Tu peux pas avoir 60-40? 70-30. Peut-être. OK. Mais nous, on se prépare même mentalement plus à avoir, par exemple, du 70-30. 30, que le créateur ait 30? Ouais. Hein, mais voyons, c'est pas beaucoup. Eh oui. Ben non, mais c'est Puis, la réalité. tu ferais pour négocier? Faut que tu te fasses négocier.
Oui, c'est pour ça que tu veux quelqu'un qui va t'accompagner dans la négociation du contrat, qui va trouver la meilleure entente possible. Mais OK. c'est parce que c'est essentiellement l'éditeur qui prend le risque. C'est pour ça Ouais, ouais. que Si ça fonctionne sinon, pas, c'est sur ses épaules. c'est lui qui a toute la pression derrière la mise en Ouais. marché, la distribution, la production, le marketing. Euh, c'est normal, dans le fond, que quelqu'un dise ben, pour te donner le droit d'exister, moi, je vais prendre une grosse partie de ton profit. C'est la même chose dans le domaine de l'édition, du livre ou même du jeu de société. C'est que moi, comme auteur, je vais avoir un petit Mhm. pourcentage du coût total de vente du produit. Donc, c'est un peu triste, mais c'est un peu ça dans l'industrie. C'est pas nécessairement les artistes qui font la musique qui sont ceux qui Ouais, sont les ouais. mieux Ouais, rémunérés. ouais. Donc, Mais la musique, ça, c'est un milieu assez ouais. hostile. Ah oui, mais dans le fond, pour les créateurs veulent exister, C'est ça. veulent réussir à vivre de leur métier, Mhm. mais c'est pour ça que souvent, des fois, ce qui va arriver, c'est que où ça peut devenir payant un jour, c'est quand tu es capable de négocier des ententes autres. Donc, je peux te faire un parallèle avec, par exemple, J.K. Rowling. Quand elle a sorti Harry Potter, elle n'était pas du tout millionnaire, là, cette femme-là. Elle écrivait son livre dans l'espoir, évidemment, de créer quelque chose qui allait devenir populaire. Ouais, mais ça a Et pris d'un coup, ça allait plusieurs tentatives là, avant qu'elle se fasse plusieurs éditer. Là. tentatives, Elle ça a a jamais pris beaucoup de lâché, elle. temps. Elle n'a jamais lâché, au même Ouais. titre que c'est pour ça que je me dis qu'il ne faut pas lâcher non Non, plus non, dans non, le faut pas fond. lâcher. Mais ce que ça fait, c'est que tout d'un coup, quelqu'un va trouver ça extraordinaire et là, peut-être qu'il va y avoir des ententes qui vont faire que là, ça va devenir payant. Une entente de film, une C'est entente ça. de ci, une entente de ça. Des produits dérivés. Oh, là, les produits dérivés, on peut se racheter. Mais c'est Fait que pour c'est ça que pour vous ça que variez. C'est pour ça que vous avez une stratégie globale pour vous yes. assurer que le jeu vidéo fonctionne. Ouais. Ça rajoute de la notoriété, si on pourrait dire. Ben, c'est sûr. Dans le fond, le but, c'est qu'à un moment donné, c'est que ça devienne une sorte de, on va dire, de bibite à plusieurs têtes. Et que là, à un moment donné, ben, c'est un petit peu partout dans la culture populaire. Ouais. Puis là, ben, un jour, tu peux peut-être faire des t-shirts, des pyjamas, des affaires de même. C'est comme Des par exemple poupées. Fortnite l'ont fait. Des toutous. Avant, ben, des toutous. Oh, oui, ben, je pense déjà à ça, là. Moi, il y a des bébites qu'on a commencé à intégrer dans l'univers qu'on voudrait transformer en toutou, là. Fait OK. que on essaie de passer à tout ça, mais c'est ça. Donc, souvent, c'est décliné. C'est des choses qui se déclinent à partir du moment que tu vois que tu commences à connaître un certain succès. Parce que là, tu peux commencer à réfléchir à ça un petit peu plus loin. Partir une nouvelle propriété intellectuelle dans le domaine du jeu vidéo, ça a toujours été un défi. Ah ouais, j'imagine, mais toi, tu dois avoir des avocats là, à tes côtés là, pour, Ouais, on travaille dealer avec avec une ça. firme d'avocats OK. qui nous a permis tu sais, de bâtir nos documents légaux pour OK. exister, tout ça. Mais c'est pas comme si j'ai à côté de moi en permanence un avocat qui me conseille sur les décisions à prendre pour la marque de OK. commerce. Il te dit pas quoi Euh, dire. Tu dis ce que ben, tu c'est veux. parce que, tu sais, c'est parce qu'il faut que tu le payes, l'avocat. Hein? Ouais. Il y a aucun avocat qui travaille gratuitement. Et les Non. avocats, ben, ça coûte très, 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 très cher. Ouais, ouais. Je le sais. J'ai écrit Ça fait plusieurs qu'il articles. faut que tu sois sûr que tu as besoin de passer 2 heures de temps avec un avocat pour regarder tes documents, qui va ensuite te dire voici ce que tu devrais changer. Euh, donc, tu sais, c'est un peu lourd. Ça fait que dans le fond, ce qu'on a besoin de faire, nous autres, c'est pour ça que Gagner Catapulte est un bon exemple. Mhm. Il y a là-dedans, entre autres, une Des personne, conseils d'avocat. ouais, conseil d'avocat, entre OK. autres, ben, parce qu'il y a Robic, qui est dans le fond, une firme qui se spécialise particulièrement dans la propriété intellectuelle. OK. Et de l'autre côté, on a Pierre Moisan, qui est très connu dans le domaine de l'industrie, qui lui offre ses services conseils comme avocat en droit commerciaux. Et donc, lui, il en a négocié des contrats. Donc, OK. c'est des choses comme ça qu'on peut arriver puis aller chercher de l'expérience, savoir c'est quoi qui est bon à considérer. Euh, donc, c'est ça. Là. Un exemple, c'est que si on devait approcher un éditeur et que l'éditeur nous dise ça nous intéresse, on pourrait dire bon, ben parfait, on va s'asseoir puis avec notre avocat dont les services sont offerts par Catapulte, on va aller voir qu'est-ce qui est la meilleure façon d'approcher les choses. Mais pendant que tu faisais le pitch, est-ce que tu me dis que tu as fait plusieurs pitchs là, dans ta carrière? Là? Est-ce qu'à Yes. Catapulte, tu étais vraiment stressé? T'étais-tu genre, t'avais le tract? Ben là, je ris parce que je n'avais jamais de toute ma carrière, OK. en fin de quelques années, pratiqué autant une présentation. Ah, Je... Pourquoi? En fait, dans mon cas, c'est particulier, c'est que moi, je suis quelqu'un de très volubile.
Ben J'aurais ouais, pris 20 on, minutes. on a fait l'émission au complet avec toi. J'aurais pris 20 minutes à présenter mon idée. Il y a plein d'affaires qu'on a dû enlever au OK. montage. C'est parce qu'on avait 10 minutes. Ouais, c'est Et ça. ça impliquait de me pratiquer pour être sûr que le buzzer ne buzz pas quand j'arrive au bout de mes 10 minutes. OK. Et j'ai terminé. Il me restait 3 secondes. Oui, j'ai vu ça. Aïe, aïe, c'est qui est tête. C'est que je regardais le timer, mais je m'étais pratiqué en rentrant dedans du 10 minutes. Ça fait que ce qui a paru comme étant quelque chose, on va dire, de naturel, parce que je le fais naturellement quand même dans la vie, était extrêmement rodé. Donc, c'est pas comme si j'arrive en avant et je parle à des employés. Ouais. Chez Binox, je parlais devant 200, 300, 400 personnes. Il n'y en avait pas de problème. Je faisais, toutes les blagues que j'avais prévu faire, les petits clins d'œil, tout ça, il a tout fallu que j'arrache ça parce que ça débordait. Mais donc, oui, j'étais stressé. Ben, stressé avant, mais je me suis surpris à me sentir bien sur scène quand ça a Mhm. commencé. Fait que là, j'ai fait, OK, je suis plus stressé, on part. Puis, mais c'est toujours stressant, quand Bon. même. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était très intéressant. Un plaisir. Puis on va sûrement se rejaser pour le jeu de société, là. Oui. Ouais, je sens que je vais avoir une requête. Ouais, c'est ça. Bye bye. On va dire bye bye à tout le monde. Bye bye, bye bye, bye bye. Merci, au revoir. À la prochaine.